Ma présentation est une présentation très globalisante parce que je suis une femme à double casquette. Je me nomme Madame Lydia Samba Ntumba. Je suis styliste modéliste de formation, mais aussi marketeur et manager de mode. Donc j'ai une licence en marketing management de mode et actuellement je suis doctorant à l'IFASIC. Qui je suis? Je suis styliste de modéliste, comme je l'ai dit, c'est-à-dire professionnel des arts et métiers de la mode. Je suis dans lequel j'œuvre comme ça depuis 2003 et de manière très professionnelle depuis 2015 avec une marque appelée Lydia Design. Ça, c'est un premier fait. Je suis opérateur culturel parce que j'organise des événements de mode, un festival appelé Kinshasa Mboka Masano, et ce depuis 2019. Donc je suis actuellement à ma 6e édition en tant que responsable de l'événement Kinshasa Mboka Masano. Qui je suis encore d'autre? Enseignante. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous venez me voir dans ce cadre de l'ISAM Kinshasa, dans lequel j'œuvre aussi depuis 2005 en tant qu'assistante et maintenant chef de travaux. Et j'enseigne des cours à caractère artistique et technique. Et j'ai les fonctions actuelles de secrétaire général académique. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai parlé d'une présentation très globalisante, vu les multiples casquettes que je porte, mais aussi femme politique, parce que j'œuvre aussi dans un parti politique, AVRP, sous le contrôle de M. Moïndo Zangui, qui est l'autorité morale du parti. Donc je pense que de manière globale, vous avez là ma présentation. J'ajouterai familiale, c'est plutôt ça le défi. C'est vrai que c'est très difficile, parce qu'en fin de compte, vous êtes des fois très partagé, mais il faut connaître ses priorités. Quand vous êtes agent de l'État d'abord, aujourd'hui mandataire, c'est-à-dire que quand vous êtes agent de l'État, dans le même secteur où vous êtes mandataire, il y a quelques facilités que les dispositions légales vous offrent. C'est-à-dire je suis enseignante, mais à partir du moment que je deviens mandataire dans la même institution qui m'emploie, ce mandat me couvre, enfin me détache de certaines charges. Donc elles se sentent un peu plus allégées, mais du côté du mandat, il y a un peu plus de travail. Donc les charges d'enseignants sont un tout petit peu allégées au profit des charges administratives. Ça, c'est d'un fait. Mais du côté culturel, vous savez que la culture, avec les événements, il y a ce côté aléatoire des choses. Bon, c'est vrai, aléatoire, mais aussi périn. Donc c'est assez ambigu. Mais nous avons des événements que nous organisons à des périodes de l'année, de manière pérenne, constante. C'est-à-dire que nous savons maintenant qu'au mois de juillet, nous préparons le Meet Talking Mode, qui est une conférence, toujours dans le cadre de Kinshasa Mboka Masano. Et au mois de décembre, nous avons le défilé, la soirée de gala de mode. Donc, quelque part, je sais naviguer entre mes activités qui sont pérennes, stables, et celles qui sont aléatoires. Alors, c'est un peu comme ça que nous naviguons. Mais le grand challenge, et là je reconnais, c'est au niveau de la famille, où vous avez des enfants, enfin des filles qui sont adolescentes, qu'il faut suivre un peu plus. C'est-à-dire que j'ai créé plusieurs mécanismes de suivi en présentiel et à distance. Donc ça, c'est des secrets familiaux. On dira plutôt que Kinshasa Mboka Masano, c'est vraiment un événement qui a un caractère, c'est vrai, nous sommes dans la culture, mais une culture qui se mélange avec le tourisme. L'idée du départ, c'était de rendre Kinshasa une ville attractive, mais dans le secteur de la mode. Rendre l'identité vestimentaire aux Congolais. Parce que finalement, le Congolais, c'est quelqu'un qui se voit dans un miroir, mais qui ne se regarde pas nécessairement comme il devrait. Donc, il ne fait pas trop attention à son identité à lui. Il est plutôt focus sur ce que l'étranger dessert en RDC. Alors, l'événement a été créé comme une sorte de plateforme pour promouvoir les artistes modélistes, stylistes, tailleurs, maroquiniers dans leur art, mais en spécifiant
l'identité vestimentaire congolaise. C'est comme ça que nous évoluons depuis 2019. J'ai dit que je suis à ma 6e édition. Et nous y allons comme ça avec des thématiques annuelles sur lesquelles nous travaillons. Mais quand vous allez à fond sur les thématiques, vous découvrirez qu'en réalité, nous faisons un rappel à l'identité vestimentaire congolaise. Je prends un exemple de la thématique de la 4e édition. Cette thématique, c'est 4.5.0. En réalité, c'était un clin d'œil au nombre d'ethnies qu'il y a en RDC. Et il était demandé aux artistes stylistes de travailler en fonction de vêtements de nos différentes ethnies et tribus. Et je pense qu'à ce niveau, l'événement lui-même est en train de rendre un service à la nation congolaise. Parce qu'il permet aux jeunes gens de pouvoir s'identifier et aux artistes de pouvoir justement créer cette identité. Donc je pense qu'à ce niveau, nous travaillons beaucoup avec les artistes stylistes congolais et nous cherchons cette fois-ci à étendre la zone ou encore la zone d'influence sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et en rendant cette fois-ci Kinshasa la plateforme de la mode congolaise. Bien sûr, je suis styliste, je l'ai dit au départ. Ça veut dire que depuis 2015, quand j'ai parlé du début de ma profession en tant que professionnel, c'est depuis 2015 que j'ai des collections. Et j'ai des collections chaque 2 ans, des fois, chaque 1 année. Et la toute dernière, je l'ai présentée cette année, je pense déjà 2 fois. Donc, j'ai au moins chaque 2 ans ou chaque 1 année des créations. Des fois, c'est en fonction des défilés qui se présentent à nous. Si les défilés sont thématiques, nous nous adaptons. Mais sinon, j'ai des collections. Et mes collections, si je dois parler de mon œuvre en tant qu'artiste, parce que l'œuvre définit l'artiste, à un moment, il y a une sorte de symbiose entre l'artiste et son œuvre. Quand moi, je parle mode, je vois tout ce qui est d'abord classique, parce que je ne m'inscris pas trop dans la folie, je ne m'inscris pas trop dans le déraisonnement ou encore dans trop de chocs, à moins que ça soit thématique. Je suis très claire. Mais ma création à moi, elle est non seulement classique, mais elle s'identifie dans les tissus congolais. C'est-à-dire que je travaille des alliages de tissus. Même quand je décide de ne travailler que sur la crêpe ou la mousseline, un petit clin d'œil à l'art vestimentaire congolais ne manque pas. C'est comme ça que j'utilise très facilement du raffia, peigné, filé, tissé, mais aussi du pagne pour ce rappel, je ne dirais pas rappel ethnique, mais plutôt rappel continental, parce que je n'aime pas qu'on lie le pagne à la tradition africaine, parce qu'elle n'est pas issue de la tradition africaine. Mais c'est ce petit rappel que je fais au raffia, qui est notre tissu naturel. L'Institut supérieur des arts et métiers est un institut ouvert. Ce n'est pas un institut féminin ou masculin. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué en entrant dans l'enceinte, la population féminine est présente à peut-être 80%. Les garçons ne sont pas très nombreux, ou les hommes ne sont pas très nombreux, pour le simple fait que nous, en réalité, nous recevons les étudiants au niveau supérieur. Le problème de l'enseignement de la mode vient déjà du niveau du secondaire. Généralement, les institutions de mode secondaire, au niveau secondaire, sont des lycées. Et quand déjà à ce niveau, ça se définit comme ça fait que le profil de sortie fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc je pense que, et là c'est une interpellation, et cette interpellation c'est vraiment, je la fais aux autorités congolaises, d'essayer un peu de libéraliser certaines choses. La mode n'est pas un fait féminin, et d'ailleurs si on doit regarder ce qui se passe ailleurs, vous verrez que le fait est plutôt plus masculin que féminin. La question que vous m'avez posée est très pertinente. Je ne sais pas pourquoi la mode attire nécessairement nos amis qui ont cette tendance homosexuelle, mais je pense que tous les arts, pas seulement la mode,
finalement, attire tous ceux qui sont ouverts d'esprit. L'ouverture d'esprit va des fois dans tous les sens. Hein. Et le caractère, ce petit caractère de folie lié aux artistes, c'est justement d'être ouvert à tout, y compris à ces orientations-là. Donc ce n'est pas exclu, parce que c'est finalement, si vous constatez, vous verrez qu'il n'y a pas que les stylistes, il y a aussi les artistes peintres, il y a aussi les artistes sculpteurs qui ont aussi cette tendance-là. Donc je pense que c'est plus l'art qui ouvre l'artiste à ces pratiques, à cette sensibilité-là, parce que finalement c'est la sensibilité. Quand quelqu'un décide d'être très sensible, ça ouvre beaucoup de portes. Sans porter un jugement, peut-être c'est pour ça qu'ils ne viennent pas à l'ISAM, peut-être. Donc c'est pour clore ce débat. Non, mais madame a pris son temps. Je l'ai dit au départ, c'est depuis que j'ai 25 ans que j'ai été retenue, assistante à l'ISAM Kinshasa. Donc je pense que la pédagogie nous offre des outils. Ces outils nous permettent de limiter les rapports entre étudiants. D'abord, ils consacrent les rapports entre étudiants, enfin les apprenants et les enseignants. C'est-à-dire que nous avons un cadre pédagogique qui nous limite. Il y a une éthique et une déontologie en tant qu'enseignante. Au-delà du fait d'être styliste et de pouvoir rendre aux étudiants ce que je pratique, il y a aussi cet aspect-là pédagogique. Et c'est cet aspect pédagogique qui nous restreint, qui ne nous permet pas de facilement avoir des rapports hors salle avec nos étudiants. Alors, est-ce que c'est facile? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il faut s'imposer, il faut limiter certaines choses. Non, parce que des fois, nous ne sommes pas comptables de l'éducation familiale qu'aurait un étudiant. Alors, évidemment, l'Institut nous accompagne dans ce processus parce que l'Institut a des règlements d'ordre, surtout pour nos étudiants et aussi pour les enseignants. Donc, chacun sait comment se tenir. Mais bon, je ne dirais pas que c'est toujours facile. Des fois, on doit recadrer. Disons que c'est un combat que nous sommes en train de... C'est un cheval de bataille sur lequel nous sommes. Mais déjà, il y a beaucoup de stars, musiciens, cinéastes et autres qui consultent. Nous habillons dans certains films, nous habillons dans certains clips. Mais le problème, c'est la culture vestimentaire congolaise qui n'est pas ancrée dans le Congolais. Lui-même, quand on lui dit qu'il doit passer par un styliste, il n'est pas d'accord. Il pense qu'il peut aller lui-même dans les boutiques européennes, s'acheter tous les habits du monde. Pendant que même la phase d'achat doit se gérer par un styliste, qu'on appelle un personnel shopper, un styliste, voilà. Celui qui est chargé de faire vos achats de vêtements. En réalité, il est sur votre image. On doit définir quelle est votre image, quelle est l'image que cet artiste veut donner. Quels sont les vêtements qui peuvent, ou encore les styles qui peuvent, voilà, qui correspondent à l'image. Mais ce travail-là, de charger d'image en réalité, c'est un styliste qui doit le faire. Et pour ça, on doit le payer. Seulement ici en RDC, on a tendance à penser que les stylistes, on les confond avec les tailleurs du coin de l'avenue. Non, c'est pas ça. C'est un autre niveau, en fait. Et ça a un coût. Le problème, c'est que le Congolais ne veut pas payer le coût. Pour lui, il pense que le vêtement, c'est juste au bout la monocouture, il entre dedans et lui-même fait le vêtement. Il oublie que la dimension du stylisme, c'est autre chose. C'est le styliste qui crée, qui donne l'image au vêtement et la personnalité au vêtement. Ensuite, l'acheteur s'identifie. Le processus est différent. Tandis qu'avec les couturiers ou les tailleurs du coin de l'avenue, c'est autre. C'est vous qui allez vers le couturier, vous lui dites, moi, faites-moi ça, 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 ça. Finalement, c'est vous qui imposez votre façon de voir. Tandis qu'avec la démarche du styliste, c'est deux choses différentes. Et ce processus a un coût. Pour moi, c'est un honneur d'avoir été sélectionné par le trophée Moissia Talo. Être sûr, je ne sais pas, c'est vrai que j'œuvre beaucoup, mais je ne me laisse pas moi-même l'attitude du jugement, la latitude du jugement. Donc j'estime que si Moissia Talo m'a contacté, c'est parce qu'elle a eu vent des actes que je pose, ou encore que nous posons avec toute ma structure ensemble, dont je suis l'identifiant.
Donc pour moi, c'est un honneur déjà d'avoir été sélectionnée. Un plaisir aussi parce que finalement, on représente tout un secteur de la mode. Parce qu'au-delà de ça, je ne l'ai pas peut-être parlé de cette casquette. Je suis responsable pays désigné par le G100, qui est une structure de dames, où je suis responsable de la chaire mode et textile. Donc, mine de rien, je représente tout un secteur. Donc, je suis très heureuse déjà. J'ai été très heureuse d'apprendre cette nomination et j'estime que la structure a pensé à moi à raison et que pour moi, me mettre devant et être porte-étendard d'un secteur, c'est vraiment au bénéfice de toute une communauté. Alors, qu'est-ce que je pense de l'organisation? Je pense que j'ai eu à voir certaines images et j'estime que l'organisation fait un travail très intéressant, des choix des nominés. Et quand vous regardez le parcours des uns et des autres, vous vous rendez compte qu'ils ne choisissent pas n'importe qui. Donc pour moi, c'est vraiment un coup de bol que ça tombe sur moi, un coup de chance nécessairement, mais aussi un mérite. Parce que sinon, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. En tout cas, tout ce que je peux dire à son Excellence, Madame Judith Suminwa, qui est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, que je dise aujourd'hui et que je lui ai déjà dit en aparté, parce que nous sommes aussi membres G100. Donc, je pense que je lui dirais ce que j'ai l'habitude de dire. Enfin, la femme peut montrer ce de quoi elle est capable. Mais ne pas le faire sous forme de défi, parce que vous restez une personne après tout. Et le travail de Premier ministre, ce n'est pas une mince affaire. Déjà, vous verrez que pour qu'elle arrive à consolider le gouvernement qu'elle vient de nous présenter, il a fallu beaucoup de tractations. Et ces tractations-là sont surtout masculines que féminines. C'est vrai qu'il y a eu un rappel par rapport au pourcentage de femmes qui devaient participer aux institutions ou encore être dans certains ministères. Je pense qu'il ne faudrait pas que Madame le Premier ministre se focalise sur ce genre de questions. Qu'elle fasse juste le travail qui est d'intérêt national. Elle doit gérer la nation au travers les différents ministères. Qu'elle puisse s'intéresser juste à la capacité de chaque ministre à produire des résultats. Et je pense qu'à ce niveau, si les résultats sont mis en avant, elle saura facilement se défaire des ministres qui n'ont pas apporté les résultats qu'il faut. Parce que c'est peut-être à ce niveau qu'elle peut faire la différence. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur des cohésions de gouvernement où il y a plusieurs brebis galeuses. Des brebis galeuses, et heureusement, je l'ai lu, qu'on a essayé d'aplanir le système avec une semestrialisation des résultats. Si on arrive à ça, je pense que Madame elle aura sûrement une réussite à la fin. Parce que ce qui nous manque, c'est de concrétiser les projets. Et à partir du moment où on arrive à concrétiser un projet, c'est-à-dire qu'on a eu des résultats. Et si Madame s'attarde juste à cela, je pense que son gouvernement sera efficace. Et la fonction de ministre ne sera pas une fonction pérenne, où on se dit, bon, on peut ou ne pas, ça réussit ou pas, en tant qu'autorité morale d'un parti, j'y suis, j'y reste. Je pense que c'est un débat vraiment qu'elle doit très rapidement élaguer. Ne pas se voir comme une femme en fonction, mais comme une personne en fonction. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Pour finir, je remercie Moissia Tallo, qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être là en train de parler de moi, mais aussi de ma participation à l'événement. Donc mon remerciement va à la structure, va à ceux qui ont découvert mon talent, mais aussi à toute la communauté de la mode congolaise. Et je leur fais un clin d'œil parce que c'est un cercle très difficile et un cercle malheureusement pour nous pas encore suffisamment structuré. Et nous espérons, et c'est l'une des demandes que nous avons au ministre de la Culture actuel, de nous aider à structurer le secteur. Et je m'arrête là.